Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. On va parler aujourd'hui d'Ala 2 qu'on a osé aller voir en avant-première. Ça a été dur, putain. Alors on vous voit arriver là, vous vous dites c'est qui ces deux trolls qui ont adoré Ala 2, mais calmez-vous. On s'est lancé un petit défi, on s'est dit on va essayer de trouver 10 bonnes raisons d'aimer ce film. Tel Batman et Robin qui sauvent la veuve et l'orphelin, nous allons tenter de sauver Ala 2. Mon cerveau n'a pas accepté cette phrase, un peu cérébrale. Ala 2 est donc réalisé par Lionel Steketee, qui n'apparaît pas dans le film puisqu'il steketait au montage. Après cette blague de haut niveau, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quand on a vu que Jamel Debbouze était au casting d'Ala 2, on s'est dit « Ah, il y a peut-être un espoir. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. » On a donc naturellement ensuite voulu se renseigner sur le réalisateur, et comme des gros cons, on est allé bien sûr sur sa page Wikipédia, et on a découvert ça. Oh merde. Non, ce n'est pas vrai. Aladdin, c'était pas ouf, mais alors, les nouvelles aventures de Cendrillon, pour moi, c'est la pire comédie française. Oh putain, en plus on a regardé un dimanche après-midi, putain, un dimanche après-midi. Bon après j'ai vu le film Casse Départ, dans sa filmographie ça m'a un petit peu redonné espoir parce qu'il était pas si mauvais. Bon, surtout les acteurs étaient de qualité dans le film, un peu plus que dans Cendrillon. Bon on va pas se mentir, ce film était très moyen. Mais on va quand même essayer de trouver 10 bonnes raisons d'aller le voir et de nuancer avec des points positifs et négatifs. Jamel Debbouze, ce mec qui fait rire la France entière depuis des années. C'est juste un putain de dieu de l'humour. Il est très bon dans ce film, il nous fait rire avec ses sketchs depuis qu'on est gosse. Moi, je pense particulièrement à la série H, où il est excellent. Durant l'avant-première, il a dit qu'il s'est inspiré de son père pour faire ce personnage de dictateur, et dans le film, son accent marseillais est exceptionnel. À couper le souffle. Honnête. Pour moi, Jamel Debbouze sauve ce film à la manière dont William Lebguil sauvait les nouvelles aventures d'Aladin. William Lebguil, dont on peut d'ailleurs déplorer l'absence, mais on ne peut pas être partout. Contrairement au film Les Nouvelles Aventures de Cendrillon du même réalisateur, quand il y a de bons acteurs comiques, en fait, ils sauvent les meubles et ils sauvent le scénario par leur blague personnelle. Et c'est ce qui se passe dans Les Nouvelles Aventures d'Aladin, donc avec Lebguil ou avec Debbouze. C'est leur talent qui sauve un petit peu le film du naufrage, quoi, parce que ce qu'on leur donne de base, c'est pas fameux, mais eux, ils arrivent à remonter le niveau. Si vous avez rigolé à cette blague, vous pouvez aller voir Ala 2. Si vous n'avez pas rigolé à cette blague, n'allez pas le voir. Ceci est un test scientifique approuvé par le CSA. Alors, l'humour. Attention, on ne dit pas que tout est drôle dans ce film. Il y a des blagues qui marchent, mais ça partait très mal. Avec la blague « Instagram, ouvre-toi », on s'est dit « Putain, qu'est-ce qu'on fout là ?» Il n'y a aucun espoir pour ce film. Mais à partir de la blague du Capri Sun, on s'est dit « Ok, il y a peut-être moyen que ce soit pas trop de la merde ». Cette blague d'ailleurs, c'est le meilleur moyen d'intégrer un placement de produit dans son film. Je préfère que ce soit assumé comme ça plutôt que ce soit fait de manière fourbe. Et puis déjà, le titre du film, c'est du génie, putain. Vous savez qu'on raffole des jeux de mots pourris sur cette chaîne. Par contre, il y a vraiment des blagues nulles qui suscitent la gênance et le malaise. Mais le souci avec certaines personnes comme nous, parfois, c'est que le malaise peut faire rire. Donc, est-ce que c'est vraiment légitime comme blague ? Voilà. Parce que c'est un rire de désespoir, en fait. Pour moi, le gros point faible qu'on avait dans les nouvelles aventures d'Aladin, c'était le personnage d'Éric Judor. Je dis bien le personnage, qui était mal écrit, pas l'acteur en soi. Oui, parce que Éric Judor, dans la série H, c'est comme Debbouze, quoi. C'est une perle. Comme dans La Tour Montparnasse, moi je l'adore. Bon, après, on ne parlera pas du deuxième, qui était... Enfin, en tout cas, on sent qu'ils ont voulu essayer de rattraper un petit peu le problème de ce personnage et de le rendre un petit peu moins lourd dans Ala 2, mais il reste quand même un peu lourd. Ouais, pour moi, même si c'est mauvais, il est quand même meilleur dans le deuxième que dans le premier. Parce que dans le premier, c'était d'une lourdeur, genre, oh là là. C'est toujours une lourdeur, oh là là, mais... Quant à Ramsey, ça passe. Il y a un monologue où il est énervé qui est plutôt bon. Par contre, on en parle que dans le 1, c'était un villageois qui intervient en parlant à Éric Judor. Et là, maintenant, c'est un génie. Où est la cohérence ? Le scénario, il est absurde et il passe du coq à light.
Mais est-ce que c'est vraiment gênant dans une comédie absurde? Je veux dire, on s'en bat les couilles du scénario dans une comédie qui joue sur le n'importe nawak. Qui va voir ce film pour le scénario, sérieusement? Ce que j'ai bien aimé avec l'humour, moi, c'est que parfois, il y a des blagues qui brisent le 4e mur, et moi, j'aime beaucoup ça. Les caméos. Méa. J'en étais sûr. Alors moi, il y en a un qui m'a fait beaucoup rire. On va pas le spoiler du coup, mais ça se passe avec un présentateur de France 2. Voilà. Énorme. C'est énorme. Ensuite, il y en a un avec un autre personnage de Disney qui passe encore. Par contre, tous les autres, c'est pas ouf. Hein. Et surtout, le problème avec les caméos, c'est que quand ils sont annoncés au casting, ça perd un peu de sa saveur. Oui, c'est la surprise qui fait rire. C'est genre, oh putain, il est là, lui. Mais quand tu le lis, en gros, sur l'affiche, c'est pour attirer du public, quoi. Et c'est dommage parce que vraiment, c'est des caméos qui sont très talentueux. Et putain, comment on les utilise, c'est décevant. Ça fait de la peine, quoi. Ah bah moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, on est censé rigoler. Pour exemple, d'un bon caméo, celui de l'animateur de France 2, et dans Deadpool, par exemple, l'homme invisible. C'est pas annoncé au casting, et quand tu vois, tu fais genre, oh putain. C'est magique. C'est con, mais c'est magique. Un peu comme ma vie. Il n'y a pas de chanson de Black M. Et ça, c'est un point très 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 positif. Bon, par contre, calmez-vous, vous réjouissez pas trop vite parce que il y a une chanson de Tal. Et les paroles... Putain. Les paroles... Mais par contre... Je suis coupable, j'ai eu un fou rire, mais un fou rire, genre, je m'y attendais pas du tout. Ça m'a fait un peu comme la fin de The Voices, c'est une fin, tu fais genre... Mais bon, dans The Voices, c'était utilisé de façon magistrale, c'était d'une logique implacable, mais là, c'est un absurde qui... Tu sais pas s'il faut rire ou pas, en fait, et moi, j'ai rigolé. Donc, bon, j'espère que c'était ça le but. Il y a aussi, en parlant de musique, il y a un petit peu de parodie des chansons Disney que j'ai trouvé pas mal. Pourtant, j'adore les chansons Disney, je suis la première à chanter ça aux chiottes. Hein. Les blagues sont atténuées par rapport au premier volet, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a moins de blagues qui pourraient être blessantes pour certaines personnes. Le problème avec le premier volet, c'est que c'était un film qui s'adressait à un public très jeune et que les jeunes n'ont pas forcément le recul. En fait, les jeunes ne peuvent pas vraiment assimiler le contexte du film. C'est un contexte qui se passe à une autre époque, dans un autre pays, et à ce moment-là, c'était des lois et des pensées qui n'étaient pas celles qu'on a aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on pouvait se poser la question, est-ce que c'est une pensée qui va avec le récit, avec le conte, ou est-ce que c'est une pensée qui va avec le personnage qui raconte le récit dans le temps moderne, en fait? Et c'est ça qui a un petit peu poussé les gens à gueuler et à dire, c'est pas tolérable. Donc là, ouais, dans le deuxième, ils se sont un petit peu rattrapés, je trouve. Voilà, il y a toujours des blagues sur les homosexuels, sur les travestis, mais c'est plus montré dans le sens où... Il y a plus de jugement après la blague, quoi. Ça reste des blagues sur ces sujets-là, mais c'est moins pire que dans le premier volet. Puis le problème dans le premier sur ces blagues, c'est que, en fait, dans le fond, elles étaient pas drôles. La haine de Kev Adams. Moi, ça, c'est un truc qui me rend flou. C'est toujours tentant d'aimer quelqu'un sur lequel tout le monde déverse sa haine. Eh oui, l'être humain, il a des pulsions morbides comme ça, il faut un point récepteur pour pouvoir les déverser, comme ça il s'en débarrasser. Hein. C'est bien d'avoir le même point récepteur, tout ça. Bande de lâches. Le harcèlement, vous connaissez, c'est très mal. Moi, la bien-pensance bobo anti-Kev Adams qui suit l'opinion générale comme un mouton, ça m'a toujours fasciné. Alors quelque part, dites-vous qu'aimer à la 2, c'est faire chier un bobo. On dirait tellement le slogan d'une association, là, genre un stylo acheté, un arbre de sauvé, là on dirait une place achetée, un bobo à faire chier. C'est beau. Je vais m'acheter un t-shirt comme ça. Alors moi, je respecte le choix de chacun. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Mais moi, j'aime bien nuancer les choses, et franchement, il y a des sketchs où Kev Adams sur scène m'a fait rire. Je dis pas que tout ce qu'il fait m'a fait rire, mais il a un certain talent, et même dans la série Soda, franchement, il y a des moments où il a son petit truc. Hein. J'aime pas vraiment assassiner quelqu'un comme ça sur la place publique, c'est pas mon truc. Et puis, être à contre-courant, c'est toujours plus jouissif que de s'acharner sur un acteur qui fait simplement ce qu'on lui demande de faire. Nathanaël, on est en train de tourner là, Ah, tu veux réagir sur ce qu'on vient de dire? Ouais, vas-y, bah installe-toi. Désolé, c'est notre pote hipster. Ouais, Bah vas-y, hein.
Non mais là, j'étais dans la pièce d'à côté en train de regarder A Ghost Story et j'ai entendu ça, je me devais d'intervenir quoi. Kev Adams, c'est la fidèle gastro de la comédie française. Bon allez, je file à ma soirée guacamole, ça se passe au Badaboom. Tu viens Gwendo? Merci Nat, on se voit demain là, à 9 h en cours de hiéroglyphes. L'esthétique. Pour ça, il y a rien à redire parce que les décors sont bons, les effets visuels sont très bien faits. Je pense surtout au génie, qui vraiment a une très belle apparence et un très bon rendu. Par contre, le problème, c'est un peu les scènes de tapis volant. Les scènes d'action sont un peu dégueu. Elles étaient un peu la gerbe. Ouais, c'était un peu mieux fait dans le 1, ça m'avait moins foutu la gerbe, personnellement. La lumière aussi est très bien gérée, c'est sûr que pour un film français, il y a du haut budget. Bon, ça peut faire rager parce qu'un aussi bon budget pour faire ça, ça fout un peu les boules. Le lien avec la réalité. Alors dans la réalité, du coup, Kev Adams est dans un avion en train de raconter cette histoire à un gosse, et il essaie de reconquérir sa meuf. Donc c'est plutôt un message qui est positif à transmettre à la jeune génération, enfin, je crois. Je ne sais plus. Je fais un pacte avec le diable par ce top 10. Je crois que le diable lui va arriver en fin de vidéo. Bonsoir. Vous avez aimé Alain 2, venez avec moi. Vous sentez qu'on commence à galérer à trouver des bonnes raisons. Là, ah ouais, putain, on rame là, genre, c'est PK Express, genre, Fabien, on va perdre l'épreuve. Un des rares points positifs que j'avais trouvé dans les nouvelles aventures d'Aladin, c'était le fait, justement, les possibilités que ça pouvait offrir que le mec raconte l'histoire comme ça à des gosses et qu'il invente petit à petit pour, justement, plaire à la jeunesse. Et là, en fait, je trouve que c'est vraiment chelou et un petit peu incohérent et mal utilisé le fait qu'il raconte cette histoire dans un avion comme ça, c'est pas introduit du tout. Il raconte à un gosse qu'il connaît même pas à côté, juste parce qu'il a peur. Donc c'est un peu une idée à la con, quoi, de base. Ouais, c'est un petit peu moins bien justifié. Ça suscite le débat. Ça, on peut pas le nier. Et est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on va au cinéma, parfois, pour se mettre un peu sur la gueule à la sortie et faire s'enflammer Twitter ? Et pourquoi aller voir que des films que l'on juge bons, déjà à l'avance? Bon, après, là, je comprends, il y en a qui veulent pas y aller pour pas enrichir ces films qu'ils savent qu'ils vont rapporter des millions et qui jouent pas forcément sur la qualité, et ça peut dégoûter beaucoup de gens. Mais je pense que juger les choses à l'avance, c'est pas très bon, c'est pas très sain. Parce que c'est pas donner une deuxième chance aux œuvres. On sait d'emblée qu'il y a plein de gens qui vont nous mettre des commentaires négatifs en disant que le film est une merde alors qu'ils l'ont pas vu. Allez voir le film avant de le juger. On vous dit pas que ça va être un chef-d'œuvre, mais... Attendez de le voir en tout cas, juste avant de dire que c'est de la merde. Il est mieux que le 1. Maintenant, on va donner nos notes. Moi, je vais lui mettre un 8,5. J'ai un peu augmenté ma note parce que j'ai eu des fous rires. Alors, comme je l'ai dit, je sais pas si ces fous rires sont voulus par le film ou c'est parce que c'est moi qui l'ai interprété ou je l'ai pris à un degré qu'il fallait pas. Mais j'ai quand même rigolé, c'est le but d'une comédie, donc je vais pas non plus l'achever. Bon, après c'est 8,5, c'est pas glorieux quoi, mais je vais pas le traiter de merde. Juste lui mettre 8,5. Et toi, quelle note? Bon, on va dire que c'est mon jour de bonté, je vais lui mettre tout juste la moyenne, 10. Ce qui nous fait une moyenne de 9,25. Et maintenant, nous allons demander l'avis de notre fidèle petit compagnon Rocket. Qu'as-tu pensé du film? Non mais sérieusement, vous faites vraiment une vidéo sur ça? La prochaine fois, c'est moi qui ferai la critique, ça sera toujours mieux. Ouais, il a pas tort, hein. Bon allez, moi je vais à la soirée Whiskas, Loukoum et Chicha, je me casse. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Ce chat kiffe, hein, genre, c'est Disneyland pour lui là. Ouh. En conclusion, ce film va inévitablement faire des entrées, on ne vous encourage pas spécialement à aller le voir. Mais on avoue qu'on a rigolé par moments, et même parfois franchement rigolé. On a rigolé, mais c'était peut-être pas forcément pour la blague, mais pour le malaise. Bien évidemment, il y a beaucoup de lourdeur et c'est pas tolérable avec un Jamel Debbouze au casting. Avoir un tel budget et sortir ça, c'est quand même assez honteux quand on voit en comparaison ce que peut être un Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Le message qu'on voulait faire passer, c'est vous laissez pas emporter par la haine, c'est que du cinéma, c'est que du comique, et essayez de laisser une chance pour ce film, sinon ne le faites pas, c'est pas grave. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu si ça vous a plu, allez nous voir sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram où on est très très actifs. On vous fait des poutou-poutou, allez ou n'allez pas voir ce film, nous on vous le conseille pas particulièrement, voire pas du tout.